Cette vidéo décrit les ligaments de la colonne vertébrale et leur rôle. Tous les éléments constitutifs des vertèbres sont reliés par un ou deux ligaments, sauf les pédicules. Et l'ensemble de ces ligaments constitue une gaine fibreuse, ligamentaire, très résistante, très légèrement élastique, du moins chez le sujet jeune. Et cette gaine ligamentaire ceinture la colonne vertébrale osseuse du sacrum jusqu'à un os du crâne, appelé l'occipital. Notons toutefois qu'un ligament peut présenter quelques différences au niveau d'une région vertébrale. Nous décrirons les ligaments qui relient les corps vertébraux et dans un deuxième temps, les ligaments qui relient les arcs vertébraux. Trois ligaments relient les corps vertébraux. D'une part, le ligament longitudinal antérieur qui se présente sous la forme d'une longue et large bandelette fibreuse qui s'étend de l'occipital jusqu'au sacrum et au coccyx. Bandelette résistante, bandelette épaisse en raison des contraintes importantes qu'elle subit. Et cette vue latérale permet de nous rendre compte de sa largeur. On voit donc ici les insertions sur les corps vertébraux et les disques intervertébraux. Deuxième ligament, le ligament longitudinal postérieur. Se présente également sous la forme d'une large bandelette qui s'insère en haut sur le crâne, sur l'occipital, et cette large bandelette s'insère sur les faces postérieures des corps vertébraux et des disques intervertébraux pour se terminer sur le sacrum. Notons que l'insertion de ce ligament sur la face postérieure des corps vertébraux et des disques intervertébraux n'est pas totale. Par conséquent, on imagine un espace virtuel entre le ligament et la face postérieure des disques et des corps vertébraux, et dans cet espace virtuel pourra venir s'insinuer de la gelée du noyau dans le cas de certaines hernies. Nous verrons cette question dans une session ultérieure. Voici donc les deux ligaments en place, et le troisième ligament, c'est en fait les fibres de l'anneau du disque intervertébral, ici représenté en vert, l'anneau étant un fibrocartilage, donc composé de fibres et de cartilage, des fibres que l'on voit apparaître ici. Donc ce réseau fibreux qui entre dans la constitution de l'anneau va donc se prolonger dans les corps vertébraux situés au-dessus et au-dessous. Et l'on voit sur cette coupe qu'il s'agit bien d'un ligament interosseux puisqu'il réunit deux parties osseuses. Voyons maintenant les ligaments qui vont relier les différentes parties de l'arc vertébral, sauf, rappelons-le, les pédicules. En arrière, deux ligaments relient les processus épineux, le ligament supraépineux qui relie les sommets des processus épineux et qui donc est sous-cutané, c'est-à-dire situé juste sous la peau, et le ligament interépineux qui, comme son nom l'indique, est situé entre deux processus épineux. Il s'insère donc sur le bord inférieur d'un processus épineux et sur le bord supérieur de la vertèbre, du processus épineux de la vertèbre située en dessous. Au niveau de la région cervicale, ces deux ligaments forment une vaste nappe fibreuse et la longueur de l'insertion sur l'occipital
témoignent bien de leur importance et de l'importance des contraintes auxquelles ils sont soumis. Ils représentent en effet une zone d'insertion pour les muscles de la nuque. On voit ici donc les ligaments supraépineux et interépineux tels qu'ils peuvent s'imaginer au niveau des colonnes lombaires et thoraciques modélisées. Ces vues postérieures nous montrent le ligament qui va relier deux processus transverses et qu'on appelle donc le ligament intertransversaire qui se présente sous la forme de cette nappe fibreuse, également légèrement élastique. Les lames sont reliées par un ligament un peu particulier, le ligament jaune. Il s'insère sur le bord inférieur d'une lame et sur le bord supérieur de la lame située en dessous. Et on l'appelle le ligament jaune parce qu'il est en effet jaunâtre. En effet, il est riche en fibres élastiques qui sont donc jaunâtres sur le vivant. Voyons à présent les ligaments qui se situent au niveau des articulations entre les processus. Ici, un processus articulaire supérieur, ici, processus articulaire inférieur et son cartilage. Ces articulations, donc, ou les articulations dites synoviales, articulations mobiles, et elles sont ceinturées, entourées par un manchon fibreux, et cette vue montre bien ce que l'on entend par manchon fibreux. Alors, ce manchon fibreux, à ce niveau, est constitué à la fois donc d'une capsule, et cette capsule est ceinturée également par les ligaments dont nous parlons. Ce manchon fibreux délimite une cavité articulaire et la face profonde de ce manchon fibreux est tapissée par une membrane de couleur rosée qu'on appelle la synoviale. La synoviale sécrète un liquide huileux, ambré, qu'on appelle donc la synovie, et la synovie lubrifie les cartilages articulaires, facilite le glissement des cartilages articulaires et nourrit simultanément ces cartilages. Voici donc en place capsule et ligaments qui constituent donc un tissu quasiment indifférencié. Et l'on voit sur cette image tous les ligaments qui renforcent la colonne vertébrale. En avant, le ligament longitudinal antérieur, les fibres de l'anneau du disque intervertébral qui constitue un ligament interosseux, le ligament longitudinal postérieur, cet ensemble fibreux, capsule et ligament qui réunit les processus articulaires supérieurs et inférieurs, le ligament qui réunit les processus transverses, donc le ligament intertransversaire, le ligament interépineux et le ligament surépineux. On voit, ou on devine, que ces ligaments sont légèrement détendus. On le voit, ces replis qui schématisent, qui symbolisent ces ligaments légèrement détendus. On voit aussi quelques replis, ici également, ici également. En effet, le sujet se tient en station debout. Il respecte ses courbures vertébrales. Il peut réaliser des mouvements dans toutes les directions et on imagine bien que ces ligaments ne peuvent pas être dans cette position tendue, ce qui, bien évidemment, empêcherait tout mouvement. On voit ici apparaître la moelle épinière, couleur
brunâtre avec les nerfs rachidiens qui sortent par le foramen intervertébral. Et l'on comprend donc pourquoi les pédicules ne sont pas réunis par un ligament. Donc, en résumé, tous les éléments d'une vertèbre sont réunis par des ligaments, sauf les pédicules. Voyons maintenant le rôle des ligaments que nous venons de décrire. Précisons tout de même que le rôle des ligaments est bien évidemment de limiter les mouvements lorsque l'articulation réalise un mouvement de grande amplitude. Mais rappelons qu'ils sont détendus, ou légèrement détendus, lorsque le sujet se tient en position debout et respecte ses courbures vertébrales. Insistons sur le fait que ces ligaments et les capsules sont riches en éléments proprioceptifs. Et ces éléments proprioceptifs, lorsque ces tissus sont tendus, vont envoyer au cerveau des messages nerveux qui vont permettre au cerveau de donner une réponse motrice adaptée à la situation. Voyons ce qui se passe dans un mouvement de flexion-extension. En considérant que le noyau se situe à peu près au centre du disque intervertébral, il est sphérique et va donc constituer ce qu'on appelle en biomécanique une rotule, c'est-à-dire un élément autour duquel vont pouvoir basculer les corps vertébraux. Dans le cas d'une flexion, on voit que les fibres situées en arrière du noyau vont se tendre, y compris les fibres du disque intervertébral. Ces fibres, en se tendant, vont donc envoyer au cerveau des stimuli, qui vont donc entraîner une réaction musculaire adaptée en fonction de l'éducation et de l'entraînement du sujet. Et en même temps qu'ils se tendent, puisqu'ils sont légèrement élastiques, eh bien, ils vont exercer une force de rappel qui tendra à ramener les vertèbres dans leur position initiale. Lors de la flexion, les fibres du ligament longitudinal antérieur situé en avant du noyau, de même que les fibres de l'anneau, elles vont se détendre. Lors de l'extension, ce sera les fibres postérieures situées en arrière du noyau qui vont se détendre, donc elles n'enverront plus de stimuli au cerveau, et on le voit par ces replis que nous avons représentés et qui symbolisent justement ces fibres détendues, tandis qu'en avant, cette large bandelette fibreuse épaisse qu'est le ligament longitudinal antérieur va se tendre, de même que les fibres antérieures du disque intervertébral. Et on doit imaginer les éléments proprioceptifs du ligament longitudinal antérieur qui vont envoyer au cerveau des messages nerveux qui vont permettre à ce cerveau d'organiser une réponse musculaire adaptée. Et simultanément, la tension des fibres antérieures tendra à ramener les vertèbres dans leur position initiale. On voit ce mécanisme
sur cette vue postérieure, et c'est l'occasion de dire quelques mots sur ce ligament jaune. Les fibres élastiques voient leur élasticité sollicitée en permanence, que la colonne vertébrale soit en flexion, en extension ou au repos. En effet, on a dit et on a étudié que les régions thoraciques et cervicales présentaient des lames qui se recouvraient à la manière des tuiles d'un toit. Par conséquent, si ces fibres n'étaient pas élastiques, si elles présentaient lors de certains mouvements des replis, eh bien, ces replis viendraient se pincer, se coincer entre deux lames qui se superposent. Et par conséquent, ces fibres étant riches en éléments proprioceptifs et en éléments nociceptifs, eh bien, le sujet subirait des douleurs insupportables, et par conséquent, on voit tout l'intérêt de ce ligament, de la constitution très particulière de ce ligament. Le ligament nucal, qui est donc la réunion des ligaments interépineux et du ligament supraépineux. Le ligament nucal va contrôler, limiter la flexion de la colonne cervicale. Nous rappellerons tout de même que la flexion maximale est déterminée par la butée du menton contre le haut de la cage thoracique. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que certains auteurs avancent l'hypothèse que ce ligament pourrait stabiliser la colonne cervicale, en particulier lors de la course, symbolisée par ces hochements de tête,